Salut, c'est qui a tout lu? On est le vendredi, pas du tout le vendredi, on est dimanche 15 décembre et je vous fais enfin mon bilan lecture de novembre avec les vlogmas. J'ai pas eu le temps, du coup j'avais décidé de faire beaucoup de choses dans mon mois de décembre. Ça a été le cas, pas forcément ce que j'avais prévu, mais mes journées ont été vraiment très chargées. Donc j'avais toujours pas eu le temps de faire le bilan lecture, mais ça y est, j'ai lu beaucoup ce mois-ci. On va commencer par les petites statistiques. J'ai lu 10 livres ce mois-ci, dont 2 audios. J'ai fini une saga de SFFF, il y avait 3 romans de SFFF, bah, les 2 audios plus 1. J'ai lu de la BD, 3 BD, une biographie, 2 albums jeunesse, et un roman ado, et j'ai un nouveau roman en cours, une relecture, et je suis plutôt contente. J'ai vidé pas mal de livres de ma palle. Là ma palle au début novembre était à 290 et en fait j'ai rajouté plein de livres dans ma palle, mais je les ai lus, donc je suis très contente. J'ai bien lu, et habituellement je suis autour de 1500-1700 pages par mois. Et là j'ai lu 2638 pages. Et j'ai fait pour la première fois la semaine à 1000 de Lucie a lu. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai fait en gros 1000 pages de plus que d'habitude. Donc ouais, 2638 pages. Je suis très contente. Je vais commencer par les livres sur lesquels j'ai le moins de choses à dire. Comme ça la tâche me paraîtra moins importante quand j'en aurai déjà passé quelques-uns. Donc j'ai relu le tome 1 de Harry Potter. Donc Harry Potter à l'école des sorciers. Je n'ai pas besoin de le présenter, je n'ai pas besoin d'en parler. Tout ce que je dirais, c'est que j'avais oublié à quel point c'est drôle. Et il y a vraiment... alors là je suis en train de relire le tome 2. Alors le tome 1, il manque pas tellement d'éléments dans les films parce que il est assez court, il se passe pas énormément de choses. Il manque une épreuve à la fin pour aller chercher la pierre philosophale, et qui est super l'épreuve dans le livre, elle est pas dans le film. Mais voilà, sinon c'est vraiment, j'avais oublié l'humour. Et là je suis à la moitié du tome 2, j'ai peut-être même dépassé et j'aime trop, donc je vous en reparlerai aussi. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, je crois, tout le monde connaît, mais vraiment, si vous êtes habitué au film et que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu les livres, que vous hésitez à les relire, je vous conseille de les relire, c'est vraiment bien. J'ai lu le livre que personne ne voulait lire de Richard Ayoade, illustré par Thor Freeman. C'était la rentrée littéraire Helium l'année dernière. C'était très mignon. En fait, je ne sais pas à partir de quel âge c'est. Je dirais 7 ans, peut-être même avant, je suis un peu nulle pour les âges. Mais non, vraiment hyper drôle. Donc au tout début, c'est le livre qui s'adresse à toi. Moi j'adore, en fait j'adore les livres qui parlent de livres. Et les livres qui s'adressent à toi, j'adore ça. Et donc au début, ça te raconte l'histoire d'un livre, ce que c'est un livre. Et ensuite il y a un petit garçon qui va trouver un livre dans une bibliothèque. Et là j'ai pas envie de vous spoiler, donc je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas j'ai trouvé ça très drôle, très mignon. Et il y a un très beau message sur l'imagination, le champ des possibles, on va dire. Voilà, le fait que en fait dans ta vie tu peux faire tout ce que tu veux, comme un livre qui aurait des pages blanches. Et non, vraiment j'ai trouvé ça très mignon, très drôle, très beau. Et ouais, voilà. J'ai pas grand chose à en dire dessus, mais j'ai beaucoup apprécié. Il est illustré et il est quand même, moi je le trouve beau. En vrai, j'ai plus aimé le début que la fin. Mais vraiment, j'ai trouvé la morale hyper simple, hyper douce et lumineuse. Voilà, très optimiste. Je vous le conseille pour offrir ou même pour vous. Vraiment, en fait, je l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu passer nulle part, je l'ai pas vu beaucoup en librairie. Mais vraiment, il vaut le coup. J'ai lu Les Vermeils de Camille Jourdi chez Actes Sud BD. Une libraire qui me l'a conseillé. J'en avais pas entendu parler, mais alors là, dès que je l'ai mis sur Instagram ou même dans les vlogmas, tout le monde m'a dit « Ah, je l'ai lu, j'ai adoré !» Donc il a l'air d'avoir quand même beaucoup de succès. Regardez-moi ce petit renard et ce petit chien avec des bottes. C'est pas vraiment un chien, mais bon, je peux pas trop vous dire. Si, c'est peut-être un chien même dans le livre. Bref, donc c'est une petite fille qui se perd dans la forêt et qui tombe sur un monde imaginaire. Les planches sont très belles. Je vous montre. Alors moi au début j'étais pas sûre du dessin quand je l'ai feuilleté à la librairie, mais je trouve que ça va vraiment bien avec l'histoire. Je me suis vraiment laissée emporter. C'est épique, c'est mignon, c'est poétique et surtout c'est drôle. Les dialogues, oh, j'étais mais morte de rire, et donc je l'ai lu parce que je veux l'offrir à un enfant.
Et je voulais le lire pour voir si c'était... Ouais, bah si je me disais est-ce qu'elle va aimer, et en fait je l'ai imaginé en train de se bidonner en lisant les dialogues, et j'adore. Et là à partir de là j'étais conquise quoi, dès les premières planches, les dialogues, En fait c'est cette petite fille là qui se perd dans la forêt, et elle rencontre un autre enfant, et alors dès le début leur dialogue, mais j'en pouvais plus. En fait ils sont pris dans les histoires d'adultes du monde imaginaire, et ils ont leur regard d'enfant dessus, leur humour, leur innocence, et un petit bijou tout doux, hyper rapide à lire parce qu'il n'y a pas du texte sur toutes les planches, et il y a un gros méchant qu'on aime détester, et c'est plein de couleurs, et c'est plein de merveilleux et de rêves. Ouais, là, il fait gris dehors, c'est hyper dur cette période. Si vous tombez sur les vermeils, lisez-le pour vous évader, avoir un peu de soleil dans le cœur. Je vous jure, ça fait du bien. Pour rester dans le mignon et dans la forêt, je viens de me cogner avec mon livre. J'ai lu les 2 tomes de Elma, une vie d'ours. Donc premier tome, Le Grand Voyage. Deuxième tome, Derrière la montagne, de Ingrid Chabert et Léa Mazet. Et c'est chez Dargaud. Donc je vous montre les deux, mais je vais en garder un seul à la main, ça va être plus simple. Donc j'en avais parlé dans ma pile à lire, c'est en fait un espèce de Mowgli, on va dire. C'est une petite fille qui a été élevée par un papa ours, et puis à son, je sais plus, 7e ou 8e anniversaire, il lui dit bon, il faut qu'on aille quelque part. On comprend vite où est-ce qu'il l'emmène, même si elle ne comprend pas. Et on découvre qu'il y a une malédiction, et voilà. Et papa ours l'emmène vers son destin, dont cette petite fille ne sait rien. J'ai failli pleurer. Les planches sont magnifiques, donc en fait le lire c'est vraiment une merveille, parce que c'est trop beau à regarder, et ça m'a fendu le cœur. J'étais frustrée que l'histoire, la malédiction là, il n'y ait pas plus long, parce que les 2 albums sont vraiment très courts, j'ai dû lire les 2 en 30 minutes. J'étais frustrée qu'il n'y ait pas plus, parce que j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Mais ouais, non, vraiment la séparation, le destin, la vie, les choix, je sais plus quoi d'autre, l'amour. Ouais, non, vraiment un très bel album à lire avec des petits. Et ouais, bah je vous dis, ouais, la fin est dure, mais il y a de l'espoir. Je l'ai lu au tout début du mois et je sais plus trop quoi vous en dire, mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça mignon. J'ai lu 22 000 lieues sur la mer de Bernard Berger, un tome de La Brousse en folie. Si vous n'avez pas vu ma pile à lire, j'en reparle. C'est donc une BD qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et en Nouvelle-Calédonie elle est très connue, et nous en métropole on ne la connaît pas du tout. Mais quand j'en ai posté, quand j'en ai parlé, il y a vraiment des personnes qui m'ont dit ah tu connais, c'est génial et tout, donc je suis contente d'avoir découvert ça. Là, l'histoire, c'est un village en Nouvelle-Calédonie qui décroche la médaille du village le plus alcoolique de France, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, en gros, plus alcoolique, ouais, un truc comme ça. Et donc ils sont égalité avec un village de métropole, et donc ils partent en métropole pour rencontrer l'autre village. Et alors au début, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette apologie de l'alcoolisme? Je sais plus en quelle année c'est écrit, et je me suis dit, mais ça va pas du tout en fait. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Et finalement, à 2008, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Et donc finalement, il y a un message sur... il y a un message de prévention contre l'alcoolisme quand même. Donc oui, c'est... Voilà. Finalement, j'étais rassurée et réconciliée, et je l'ai lu en entier. Du coup, ils arrivent en métropole en hiver, il fait froid, ils sont pas assez couverts, ils ont pas de téléphone, ils se perdent. Voilà, c'était sympa à lire. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ça. Mais oui, bon, voilà, ça me restera pas en mémoire. Peut-être qu'il y a d'autres tomes qui sont plus drôles et qui permettent plus de découvrir aussi la culture de Nouvelle-Calédonie. Là, celui-là, voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus.
J'ai lu Adan de Clara Neville, Alban Sapin, Dudy. Donc Adan, l'agence de tous vos fantasmes chez Pornpop. Apparemment c'est une collection de chez Glénat. Donc, si vous avez vu le film The Game avec... C'est Jack Nicholson, je crois. En gros, il y a... Enfin, il rentre dans un... Il a l'impression qu'on veut le tuer et tout, et en fait c'est un jeu. Désolée si je viens de vous spoiler le film. Et en gros là c'est un petit peu la même chose, mais c'est pour jouer sur leurs fantasmes. Alors voilà, c'est un couple qui a envie un peu de pimenter sa vie. Bah... J'ai trouvé... Ouais, l'histoire elle est pas très bien développée. C'est vraiment un peu juste prétexte pour mettre des planches érotiques. Les planches érotiques je les ai trouvées très belles, elles sont même plus explicites qu'érotiques, donc je vais pas les montrer là à la vidéo. Mais oui, bon, rien d'exceptionnel quoi. J'ai trouvé les planches très belles, mais au niveau de l'histoire, c'était pas ouf. Ces savants qui ont changé le monde, 20 histoires, 120 planches en 2 volumes. Il y a plusieurs auteurs, c'est collectif. Je vous mets ça, si jamais vous voulez faire pause et regarder tous les auteurs. Je vais pas tous les citer. J'avais montré les planches de la BD dans ma vidéo pile à lire, donc si vous voulez retourner voir, vous pouvez. Là j'ai un peu la flemme de les sortir du coffret. Je m'étais plainte quand j'ai fait ma pile à lire du fait qu'il n'y avait pas de femmes au dos, pas de femmes dans la table des matières. Finalement il y en a quand même un petit peu dans la BD, mais évidemment vraiment pas beaucoup. Par contre j'ai trouvé la BD hyper intéressante. Même là maintenant je continue d'y penser. J'ai des restes, des trucs que j'ai appris et je me dis ah mais oui c'est vrai je l'ai lu dans cette BD, je me souviens, j'ai appris ça et tout. Vraiment je l'ai trouvée passionnante. Il y a ça va de l'Antiquité aux années 2000, enfin ça passe vraiment toutes les plus grandes inventions. Alors il y avait certaines... parce qu'à chaque fois c'était genre des petits chapitres de 4-5 pages, des petites BD de 4-5 pages. Il y en avait certaines où l'introduction elle était un peu ardue à comprendre. Je me suis dit waouh ça c'est pour les 10 ans, je crois que c'est ça, je crois que c'est 10 ans. Je me suis dit bon, moi j'ai un peu de mal alors est-ce que... Bon j'en sais rien après, hein. Peut-être c'est moi qui suis en retard, hein, j'en sais rien. Mais oui, parfois l'introduction était un peu ardue, j'avais l'impression que si on n'avait pas déjà des connaissances on pouvait pas comprendre. Mais vraiment, j'ai adoré. Alors je pense qu'il est plus du tout édité, donc désolée de vous donner envie et de pas pouvoir... enfin, vous pourrez pas l'acheter je pense. Mais je pense que Science et Vie Junior édite d'autres choses. J'ai vu d'autres albums un peu dans ce genre, et avec des femmes du coup, parce que je pense qu'ils ont mis à jour. Donc vraiment si ça vous intéresse de lire des petites BD scientifiques ou d'en offrir à des enfants, les publications de Science et Vie Junior, si c'est toujours dans le même goût, c'est vraiment vraiment de qualité, je vous conseille énormément. Je passe au roman. Donc j'ai lu Passager de l'été de Jean-Philippe Blondel. C'est roman ado chez École des loisirs, je pense c'est Helium. Attendez, je ne sais plus. Actes Sud Jeunesse. Voilà, pas du tout École des loisirs, Actes Sud Jeunesse. Donc c'est un jeune garçon de 18 ans. Après son bac, il a acheté un pass Interrail pour voyager en train en Europe. Il est censé partir avec son meilleur ami, mais au dernier moment, je vais éternuer, excusez-moi, mais au dernier moment, son meilleur ami l'abandonne, le lâche pour une fille. Et lui, bah, il est un peu triste, il ouvre les yeux sur son ami. Souvent, voilà, à ces âges-là, on a des passages où on évolue différemment, on peut avoir des amitiés qui se perdent, qui se brisent. Donc j'ai trouvé la thématique bien amenée par Jean-Philippe Blondel sur ce côté-là. Et donc voilà, il ouvre les yeux sur son ami, il est un peu chamboulé, mais il décide de partir quand même. Et du coup, il va, en gros, partir à la quête de soi à travers son voyage, en rencontrant les autres et en allant découvrir d'autres paysages. Ça a énormément résonné en moi puisque je reviens d'un voyage, je suis déjà partie 2 fois en long voyage et voilà, ça a résonné énormément en moi. Quand il va voyager, il décide de faire des interviews, d'interviewer des gens qu'il rencontre pendant son voyage. Ça permet d'inclure, oui je pense c'est ça, d'inclure d'autres cultures dans le récit. Et c'est bien amené aussi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Ensuite, bah voilà, c'est
un ado de 18 ans, mais qui est écrit par un auteur qui a 60 ans. En fait, je lisais et je me disais, ce vocabulaire, c'est pas du tout jeune. À mon avis, c'est un monsieur beaucoup plus âgé qui a écrit ce livre. Et je suis allée voir sa bio et effectivement, il a 60 ans. Et moi, je trouve que ça se sent dans l'écriture. Donc du coup, bah, moi, déjà, je le sens. Alors, est-ce qu'un jeune de 18 ans, ça le choque s'il lit ça? Je ne sais pas. Mais voilà, moi, ça m'a un peu dérangé, ça. Y a beaucoup de critiques des réseaux sociaux, les jeunes sont trop sur leur téléphone et tout. Ouais, ok, c'est bon. On sait quel âge t'as quand on te lit. C'est bien écrit, mais ça, j'ai trouvé ça dommage, quoi. J'ai trouvé que ça correspondait pas à un roman ado. Sinon, c'était un roman, voilà, qui était plein d'optimisme. Comment il s'appelle Samuel. Voilà, Samuel, il grandit, on grandit avec lui, on découvre avec lui. Le roman, il y a énormément de diversité dans les personnages, au niveau des couleurs de peau, de la sexualité. Il y a aussi beaucoup de thématiques intéressantes qui sont abordées. La guerre, l'écologie, la maladie. Et non, vraiment, j'ai trouvé que c'était, à part l'écriture qui se veut jeune, et alors que ça se sent qu'on n'est pas jeune. Je sais pas comment dire, mais je pense que vous avez compris. À part ça, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Je l'ai lu d'une traite. Il est court, 170 pages. Et voilà, c'était intéressant et ça m'a... Ouais, ça m'a un peu marqué quand même. Oui, oui. Donc j'ai bien aimé. Après, est-ce que je vais le garder dans ma bibliothèque? Je suis pas sûre, mais du coup, si jamais l'un de vous est intéressé, je peux... Ouais, je peux faire ça. Je peux le passer si jamais l'un de vous veut le lire. Dites-moi en commentaire. Lorsque j'avais publié ma vidéo pile à lire à la fin du mois d'octobre, oui, c'est ça. J'avais mis un sondage sur Instagram pour vous demander quel livre vous vouliez que je lise en premier. Vous aviez été très nombreux à voter. Très nombreux, c'est bon, 5 ou 6 personnes, calmons-nous. J'exagère, c'est comme si vous étiez 1000 à me regarder. Donc vous aviez été plusieurs à voter pour Les Yeux Noirs de Dominique Bonnat. Les vies extraordinaires des sœurs Heredia. Donc c'est une biographie des 3 filles de José María de Heredia, n'importe quoi, José María de Heredia, pas du tout Louis. Un poète français qui est resté connu à travers l'histoire. Et donc il a eu 3 filles. Les 3 filles, il y en a une qui va être l'amante de Pierre Louis. Donc pareil, lui très connu, l'auteur de romans et de poésie érotique. Il y en a une qui va être la femme de Pierre-Louis, oui, oui. Les sœurs, il y en a une qui est la femme, il y en a une qui est l'amante, oui, bien sûr. Et la troisième, je sais plus, elle va se marier avec un autre, mais bon, voilà. Voilà, elles sont amies avec Oscar Wilde, Marcel Proust, Paul Valéry, Claude Debussy, et elles ont des salons à la Belle Époque, et elles gravitent dans ce domaine, elles écrivent un peu. Et voilà, donc on raconte leur histoire. J'avais très envie de découvrir ça. C'est un échec complet. Je l'ai fini, mais avec énormément de difficultés. Le début du livre, on nous présente la vie de José María de Heredia. Et après, on nous parle hyper longtemps de Pierre-Louis, des maris, des amants. On nous parle de ça, jamais des sœurs. Dès le début, c'est quand même très raciste. Il y a énormément d'emploi du mot en haine. Et alors je dis c'est très raciste, en fait c'est... Vous voyez le racisme ordinaire quoi. Ah oui mais elles viennent des îles, donc elles ont des hanches langoureuses et donc elles veulent faire la sieste. Vous savez un peu cet imaginaire qu'on avait du sauvage au 19e siècle quoi. Sauf que là, Dominique Bonnat, je sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit, dans les années 80 je crois. Bah ouais, 89. Et voilà, et en fait on en est toujours là. De toute façon, même de nos jours, on en est toujours là. Donc ça, au début, ça m'a un peu dérangé quoi. Ils sont devenus... En gros, aussi, eux sont racistes, alors qu'ils sont... Ils viennent des îles, mais ils sont eux-mêmes racistes, parce qu'en fait, leur richesse vient de plantations, et ils ont des esclaves, et lorsqu'il y a eu la révolte des esclaves au 19e siècle en Amérique du Sud, je sais plus exactement dans quel pays ils avaient leur plantation, et ben en fait ils ont perdu beaucoup de leur richesse. Alors ils sont toujours rentiers, ils sont toujours très riches, hein. Mais en fait à cause de la révolte des esclaves, ils ont perdu de l'argent, donc ils sont racistes. Donc déjà le livre il commence comme ça, et je me dis waouh mais c'est quoi? Je m'accroche un peu parce que je me dis pour le moment on parle pas des sœurs.
Donc ok, peut-être qu'elle met le contexte du père, des maris, pour qu'on ait un peu le contexte. Et ensuite elle va nous parler des sœurs, je m'accroche un peu. On commence à parler des sœurs, et là, alors là, les passages où elle parle des sœurs, mais j'ai été captivée, hyper intéressée, j'ai adoré, du coup j'ai continué. Ça m'a amené peut-être, en fait peut-être le premier tiers du livre, c'est ce que je vous ai dit. Après le deuxième tiers, c'est un peu les sœurs, et puis le troisième tiers, c'est de la merde. Mais du coup j'avais presque déjà fini. En fait, elle le dit elle-même, Dominique Bonnat, dans un peu l'épilogue de son livre, je sais pas si on dit épilogue, je sais plus comment on dit, mais bref, voilà, qu'en fait elle a trouvé très peu d'informations sur les sœurs, et donc elle a énormément parlé des hommes qui gravitent autour des sœurs. Donc en fait c'est un roman sur José María de Heredia et Pierre-Louis, qui est un homme affreux, affreux, incestueux, enfin, affreux, je hais cet homme, non, vraiment, je le déteste. Et du coup, voilà, c'est un roman sur ça. Et quoi d'autre? Et en fait, on parle pas des sœurs. Voilà, parce que donc voilà, elle a écrit le roman avec principalement le journal intime de Pierre-Louis. Et il y a quelques infos sur les sœurs dans ce journal intime, mais très peu. Et en fait, Dominique Bonnat, elle a pris ça. Elle a pas fait plus de recherches. Elle a pas essayé de voir s'il y avait plus d'infos sur les sœurs autre part, en fait. Après, peut-être qu'elle a essayé, mais elle n'a pas dû essayer très fort, ou peut-être qu'il n'y a pas du tout. Mais dans ce cas, si t'as rien, écris pas de livre, ou écris un livre de 200 pages et pas un livre de 430 pages sur d'autres choses. Et en plus, les passages où elle parle des sœurs, en fait, on sait rien sur les états d'âme des sœurs. Elles écrivent, on a 2 ou 3 extraits de vers de Marie de Heredia. Oui, c'est Marie, je crois, qui écrit. On a quelques extraits de ses poèmes qui sont très beaux, mais on en a très peu. Et sinon, c'est juste, elle est triste parce que lui, il a fait ça, et que machin, il a fait ça. Et en fait, elle, ce qu'elle souhaite, ce dont elle rêve, ce qu'elles aimeraient dans la vie, on n'en sait rien. Leurs sentiments, on n'en sait rien. C'est vraiment juste... elles sont là, elles sont jolies, elles posent nues pour Pierre-Louis. Il écrit des romans érotiques sur elle parce que, oh là là, elle couche au 19e. Non, enfin, c'est plutôt début 20e du coup. Mais bref, hein. Un échec complet, c'est pas du tout une biographie de femme, mais vraiment, c'est un, comment on dit? Pas un mensonge, mais un, ouais, je sais pas, enfin non. Donc ne lisez pas ce livre, je l'ai lu pour vous et je peux vous le dire, ça ne sert à rien. Je prends des notes pendant ma lecture, donc je suis allée vérifier si j'avais oublié des choses, et oui, j'avais noté deux autres petites choses. J'ai pas du tout parlé du sexisme, mais en gros c'est des femmes, c'est normal qu'elles fassent à manger, quoi, un peu, voilà, puis c'est un peu normal qu'elles passent au second plan, on s'en moque d'elles, c'est des femmes. Donc il y a ça qui est quand même un peu dérangeant aussi. Et par contre, ça m'a touchée à la fin, c'est en fait, donc à la fin des sœurs, et en fait de se rendre compte, comme elles étaient connues au début du 20e, et en fait lorsqu'elles sont décédées, plus personne ne se rappelait d'elles. Elles sont mortes complètement dans l'oubli total. Et ça, en fait, ça me touche. Voilà, c'est notre lot à tous. On va tous vieillir et à un moment, plus personne se souviendra de nous. Et ça m'a touchée, ça, c'est triste. Voilà, donc je retiendrai ça, mais c'est pas par rapport aux sœurs, c'est juste la vie qui passe, quoi. J'ai lu Le silence de la cité de Elisabeth von Arburg, qui est le préquel de Chroniques du pays des mers, de la même autrice, que je suis en train de lire. J'ai gardé ce livre pour la fin parce que c'est mon coup de cœur du mois et que j'ai peur en fait de vous en parler parce que j'ai tellement de choses à dire et je pense que je ne vais pas en parler assez. Et aussi j'ai hésité à faire une vidéo sur Elisabeth von Arburg, mais en vrai je me dis je pourrais la faire aussi à la limite. Donc Le silence de la cité, ça se passe dans un monde post-apocalyptique où il y a des problèmes sur les naissances. En gros, il y a des mutations, des problèmes génétiques sur les enfants qui naissent. Il y a quelques humains qui sont réfugiés dans des cités souterraines et qui essaient de manipuler la génétique pour sauver l'humanité. Alors là, je vous l'explique aussi clairement, mais c'est pas du tout expliqué aussi clairement dans le livre. On commence le livre, en fait, Elisabeth von Arburg, et dans Chroniques du pays des mers, c'est la même chose, donc c'est son écriture. Elle ne vous tient pas par la main, elle ne vous donne pas les clés. Il y aura des réponses distillées
au fil du roman, mais il faut quand même les capter, hein. C'est à vous de comprendre, mais vous avez les réponses, mais c'est dur d'expliquer, mais enfin... Oui, si vous avez jamais lu de SF, je vous conseille pas de commencer par ça, on va dire ça. Mais donc, au tout début, ça peut dérouter, parce qu'au tout début, on commence à lire et on a vraiment 0 élément de réponse, on comprend pas où on est. Donc moi je comprenais parce que j'avais entendu des résumés comme le mien, et peut-être que sur la 4e de couverture c'est écrit aussi. Donc ça permet d'avoir quand même un peu un contexte, et c'est quand même un peu plus facile pour démarrer le livre. Mais alors au début vraiment il n'y a rien, ça vient petit à petit, il y a 4 parties qui se passent à 4 époques différentes. Je pense que la première partie est la plus dure, ensuite on a des éléments de réponse, on comprend, on connaît les personnages, donc je pense qu'on arrive mieux à s'y faire et à capter ce qui se passe. Mais oui, je peux comprendre que le début ça déroute et qu'on n'ait pas forcément envie de s'accrocher. Mais alors ce roman, j'ai adoré. Et je pense que le fait de prendre des notes pendant ma lecture, ça m'a aidé aussi à vraiment me souvenir de ce que j'avais aimé et de me souvenir pourquoi j'avais aimé. Je vais pas tout vous dire parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pas très pertinents pour vous, mais qui étaient pertinents pour moi pour me souvenir de ma lecture. Mais en gros aussi, donc on suit Elisa, c'est le personnage principal, et donc c'est un monde où il y a moins d'hommes que de femmes, mais les femmes sont quand même toujours esclaves. Et on va suivre aussi un peu la rébellion des femmes, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que nous, on est toujours esclaves? Et voilà, ça m'a plu, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien fait. Elisa, c'est très compliqué pour elle. On a du mal à la comprendre, mais pour moi, c'est un personnage qui met du temps à sortir de l'endoctrinement et qui, au final, à un moment, elle ouvre les yeux et elle décide d'avancer et de sortir de l'endoctrinement pour pouvoir évoluer, oublier le passé, raser le passé et avancer pour pouvoir aller vers un monde meilleur en oubliant vraiment ce qui s'est passé avant, par pas mal de côtés. Du coup, là, par exemple, ce que je vous dis aussi, ça m'a fait penser à Utopia de Camille Le Boulanger, qui est un livre coup de cœur pour moi, que j'ai vraiment adoré. J'y pense très souvent à Utopia, et là maintenant je pense souvent à Silence de la Cité aussi parce que je suis en train de lire Chronique du Pays des Mers, donc évidemment ça aide. Oui, aussi il y a une thématique très intéressante sur la notion de genre. Voilà, là je ne vous spoile pas, mais il y a quelque chose du non-genre, je sais pas comment on dit, non-binaire, je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin bref, c'est encore plus compliqué que ça, mais je veux pas vous spoiler. Cette thématique-là est très intéressante et j'ai trouvé bien amenée et bien exploitée par Elisabeth von Arburg. Non, vraiment, ce roman, un énorme coup de cœur. Comme c'est un préquel, et je sais que Chronique du Pays des Mers est beaucoup plus connu, donc je suis en train de lire Chronique du Pays des Mers, et je ne sais pas vous dire s'il faut d'abord lire Le Silence de la Cité ou s'il faut d'abord lire Chronique du Pays des Mers. Moi, là, en lisant le début de Chronique du Pays des Mers, je suis contente d'avoir lu Le Silence de la Cité d'abord. Mais je vous dirai, après avoir lu Chronique du Pays des Mers, par lequel il est mieux de commencer. Parce que vraiment, ça c'est... Oui, je vous le conseille à 2000%, si vous aimez la SF, bien sûr. Non, j'ai adoré. Je suis encore un peu bouleversée par ce livre en fait. Et du coup je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres choses que je vous ai pas dit, parce que mes notes étaient gigantesques. Donc en fait je me suis posé beaucoup de questions pendant ma lecture. Ça m'a énormément questionné, ça m'a énormément remué la tête, et du coup je prenais énormément de notes, et pour à la fin arriver à une conclusion, et parce que vraiment ça m'a attrapée, ça m'a chamboulée, ça m'a... Non, c'était beaucoup d'émotions ce livre. Donc oui, je vais vérifier dans mes notes si j'avais autre chose à vous dire. Donc oui, il y avait d'autres éléments, mais dont je ne vais pas parler parce que je ne veux pas vous spoiler encore plus que ce que j'ai peut-être déjà fait. Et je pense que si j'en parle en détail, ça va spoiler, et je pense que c'est mieux d'avoir des surprises. Je vais juste dire que on en apprend un peu sur le monde extérieur aux cités souterraines, et on sent qu'il y a il y a des tribus différentes, il y a des régions différentes, il y a des systèmes politiques, et en fait, vraiment pendant ma lecture, je me disais, oh, mais le monde, il a l'air incroyable, j'ai envie d'en apprendre plus, et bah de là, en lisant Chronique du Pays des Mers, je suis au début, mais je suis en train d'en apprendre plus, et j'adore ce que je découvre. L'univers qu'Elisabeth von Arburg a construit est vraiment incroyable. Ce tome est plus psychologique, on va dire.
On n'en apprend pas énormément du coup sur le système. Mais non, vraiment, j'ai adoré. Je vous le conseille. Et j'ai oublié, mais il y a mes livres audio, c'est comme je les avais pas sur ma pile, je les ai oubliés. Donc j'ai fini la saga des Aventuriers de la Mer, j'ai écouté le tome 9 en audio. J'ai beaucoup aimé, j'ai dit de Robin Hobb, les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, donc j'en parlerai plus en détail, mais j'ai beaucoup aimé cette saga. J'ai moins aimé que l'Assassin Royal, je suis très heureuse de l'avoir fini, il y a énormément de choses à dire. Donc oui voilà, je l'ai déjà dit 3 fois je crois, mais je referai une vidéo complète dessus. Mais donc de la fantasy avec des pirates, des dragons, des prophéties, de l'amour, des combats, un peuple mystérieux. Ah ouais, je sais pas, il y a beaucoup de choses. Des navires vivants. Ça intrigue, hein, mais je peux pas vous raconter. Mais enfin si je peux vous raconter, mais je vous raconterai quand j'en parlerai plus. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Et donc là, j'ai lu l'Assassin Royal, le cycle 1, 7 tomes je crois. J'ai lu Les Aventuriers de la Mer, 9 tomes. Et là maintenant, j'ai envie de me lancer dans l'Assassin Royal cycle 2. Je sais pas combien il y a de tomes. Mais j'ai très envie de m'y replonger parce que j'adore l'Assassin Royal encore plus que Les Aventuriers de la Mer. Fitz me manque. Mais je veux vous faire la vidéo d'abord parce que sinon je vais tout oublier. Je procrastine beaucoup trop. Mais voilà. Donc ça, c'était pour mes lectures en cours du mois. C'était quand même un bon mois. Non, je suis contente, j'ai lu beaucoup. Et maintenant, je vais vous faire le calendrier de l'Avent du jour. Alors, c'est Lia Terrature qui me conseille un livre. Lia, je l'ai découverte grâce au Discord de Lilia. Sur le Discord, c'est un Discord entre filles, un Discord de copines, et vraiment ce Discord est génial, hyper bienveillant, plein de conseils et tout, non, j'adore. Je m'y sens trop bien, et donc je suis en train de me faire des copines dessus, et donc notamment Lia, j'ai découvert son compte Instagram il y a pas longtemps. J'ai toujours pas eu le temps de regarder ses vidéos YouTube, parce qu'elle a une chaîne YouTube que je vous mets là, et j'ai toujours pas regardé, mais en tout cas les thématiques m'intéressent. Et donc je lui ai demandé de me conseiller un livre. Elle me conseille Tenir jusqu'à l'aube de Carol Fives, ou Fives, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout, super. Alors elle dit, j'ai découvert cette autrice cette année et ça a été un gros coup de cœur. Tenir jusqu'à l'aube est un roman poignant sur la condition féminine, on adore. Il est à la fois choquant et poétique. Eh bien écoutez, ça me fait penser à la recommandation du jour 1, qui était Tiffany McDaniels, que Camille Gourmandise Littéraire m'avait conseillé. Et voilà, je me dis c'est peut-être un peu dans ce genre. Ah, ça me plaît énormément. Merci beaucoup, Lia. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture que j'ai enfin réussi à tourner. Du coup, ce sera ça le vlog du jour. De toute façon, franchement, aujourd'hui, je n'ai rien fait. Puis rien de ce que j'avais envie de faire, mais c'est pas grave. Mais voilà. Bah oui, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. De toute façon, on se voit demain.